Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 19 avril 2022 et c'est l'épisode 272. Dans cet épisode, du nouveau sur la saga du moment, Elon Musk qui veut racheter Twitter ou pas, on ne sait pas encore, on va voir. Des infos autour des réseaux sociaux, on va une nouvelle fois explorer le monde merveilleux des NFT, de la blockchain, on va même parler une fois de plus un petit peu de capture de carbone. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et j'ai le plaisir d'accueillir celui qui est à la tech, ce que Maestro est à Il était une fois la vie. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Attends, je me souviens pas, Maestro, c'est le vieux avec la barbe ou... C'est le monsieur qui a une grande barbe blanche et qui cache plein de trucs dedans comme Léonard. je me doutais bien, ouais. Mais il est très sage. C'est là où il faut voir l'analogie, bien entendu. Une sorte de père Fouras de la science. Oui, mais beaucoup plus érudit, voyons. Un petit mot quand même avant qu'on parle de tech pour dire que y a une plateforme de financement participatif qui s'appelle Patreon. Parce que vous le savez, maintenant les épisodes de Tech Café sont gratuits et ils vont le rester, bien entendu. Mais rien ne vous empêche de faire partie de l'élite des auditeurs et de vous abonner au flux premium du podcast qui vous permettra d'accéder aux émissions sans la pub. Alors pour ça, il suffit d'aller s'inscrire sur patreon.com/techcafé. Ça s'écrit Patreon. Pour le prix d'une pinte par mois, vous devenez un soutien du podcast, un peu comme des mécènes. Vous garantissez sa durée de vie et sa longévité. Merci en particulier à ceux qui ont décidé de franchir le pas. On vous adore toutes et tous, mais évidemment, on va faire un coucou spécial à Ali Farouk, à Sylvain, à San Franciscode, San Franciscode, j'adore, à Lancelot D, à Géant et même à Pascal B qui en plus a laissé un avis sur Apple Podcast. Donc je pense que c'est le duo gagnant, devenir soutien sur Patreon et laisser un avis sur Apple Podcast pour Tech Café. Il dit: ma bulle d'air hebdomadaire, je ne suis absolument pas ingénieur informaticien de formation et ce n'est pas mon domaine professionnel, mais je dois dire qu'au détour d'une première écoute par hasard sur le Bitcoin, le meilleur podcast jamais entendu à ce jour, je suis devenu accro du duo, aussi pédagogue que précis, jamais lénifiant, les tréfonds du Web3 au top du pétaflop, il simplifie tout et nous décomplexe avec le ton d'un Jay et Silent Bob ultra complémentaires. Tout est préparé, sourcé et leur discussion reste hyper fluide et naturelle, jamais vulgaire. On a l'impression d'entendre deux potes qui t'expliquent des trucs sur la tech, inédits pour moi. J'aime leur pondération et la nuance de leurs propos qui font de leur intervention de la vraie actualité journalistique d'une objectivité rafraîchissante. Longue vie au CPU et au Pink Lady. Merci infiniment Pascal pour cet avis Apple Podcast aussi bien rédigé qu'enthousiaste. Merci beaucoup. Et puis vous le voyez, hein, en tout cas nous on regarde tous les avis Apple Podcast, les avis Podcast Addict, y compris d'ailleurs les avis qui sont déposés sur les plateformes à l'international. Alors surtout montrez-nous d'où vous nous écoutez, d'où vous écoutez Tech Café. Laissez-nous vous aussi un avis sur Apple Podcast. Sans autre forme de procès, Guillaume, on a une belle actualité pour cet épisode 272, à commencer par la suite de cette saga qui a commencé à s'installer maintenant depuis quelques semaines et qui va être ponctué de nombreux rebondissements, j'en suis sûr. On va s'éclater à voir ces événements arriver et vous les suivez avec nous et c'est un vrai plaisir. Il y a Elon Musk qui veut décidément racheter Twitter, Guillaume. Bon, écoute, on s'y attendait cette semaine à la suite de la saga Elon kiffe Twitter. Il y a pas à dire, en tant que showrunner, Elon Musk, il sait s'y prendre pour captiver son public. La semaine dernière, et donc il avait racheté pour 3 milliards d'actions et de la boîte, et il avait aussi refusé, bizarrement, d'intégrer son conseil d'administration. Les raisons étaient nébuleuses à l'époque, mais bon, on soupçonnait que c'était peut-être pour pas être soumis à la condition de se contenter de moins de 15% de départ. Et bingo, cette fois, Elon offre 43 milliards de dollars pour acquérir toutes les actions de Twitter à 54,20$ l'action. Alors c'est un détail qui a son importance. Donc il a dit qu'il souhaitait par ailleurs retirer Twitter de la bourse et en faire une société privée. Alors la première question évidemment qu'on se pose, c'est forcément est-ce qu'il va vraiment le faire ? Est-ce qu'il en a même les moyens ? Parce que 43 milliards de dollars, c'est vraiment beaucoup d'argent quand même. Bah oui, tout le monde dit que c'est l'homme le plus riche du monde, donc il doit avoir les sous, mais peut-être 43 milliards, tu te rends compte qu'il pourrait griller la NASA littéralement en retournant sur la Lune avant eux. Parce que le projet Artemis, il a été évalué à 30 milliards de dollars en 2019.
Donc il pourrait aussi réparer tous les ponts des États-Unis. Il lui restera même 1 milliard d'argent de poche. Voilà, un journal de premier plan comme le Washington Post, tiens, qui a été racheté par Jeff Bezos. À ton avis, ça coûte combien, le Washington Post? Ça coûte quelques... Oh, ça doit même pas coûter 1 milliard, si? Non, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée, je sais pas. Non, il l'a racheté pour 250 millions. T'imagines? On est loin, effectivement. Elon pourrait racheter, je sais pas, genre l'ensemble de la presse américaine ou pas loin. Ouais. Il proposait même d'éradiquer la faim dans le monde, je crois, pendant un temps. Ah ça, je pense qu'en tout cas, je sais pas si c'est possible d'éradiquer la faim dans le monde, mais tu peux faire une grosse contribution. Mais non, il veut pas ça, il veut Twitter. Bon, alors sur le papier, il a les moyens. Il aurait 264,6 milliards de fortune personnelle actuellement. C'est la plupart, enfin, en ultra grande majorité, c'est des actions de Tesla et SpaceX, quasi 100% même, puisqu'il se vante lui-même d'avoir ni salaire ni prime. Donc en fait, il a que très peu de patrimoine. Et donc, au doigt mouillé, 43 milliards, c'est 16% de ses actions, et comme il a dans les 170 millions d'actions de Tesla, c'est dans les 27 millions d'actions de Tesla, par exemple, qu'il va devoir liquider en cash. Alors c'est quand même beaucoup. Ça va peut-être même, il va avoir un petit peu moins de pouvoir sur Tesla, je sais pas si ça peut avoir une influence sur le cours, mais enfin en tout cas c'est quand même une sacrée revente, quoi. Et c'est pas la première fois qu'il met la charrue avant les bœufs quand même, dans un montage financier qui finit par foirer. Souvenez-vous quand il a voulu essayer de rendre Tesla privé. L'histoire en court encore en fait, et c'est même pas fini ce truc. Donc malgré un montant qui déjà paraît colossal quand même, c'est pas forcément jugé suffisant par tout le monde, parce que voilà, $54 l'action là à peu près, c'est bien au-dessus du cours actuel qui est à 45, c'est hier quand j'ai regardé, c'était à $45. Néanmoins, Twitter a déjà été beaucoup plus haut, il était à $66 rien qu'en octobre, et il était à plus de 70 en août. Et c'est ce qui fait d'ailleurs au prince saoudien Walid bin Talal que l'offre est bien trop faible, en fait, et qu'elle est bien en dessous de la vraie valeur de Twitter vu son potentiel de croissance. Le fonds souverain saoudien possède d'ailleurs 5,2% de la boîte. Et d'ailleurs, plus largement, est-ce que Twitter est d'accord avec ce rachat? Non, absolument pas. Et il le démontre avec une mesure quand même d'extrême urgence, qui est assez spectaculaire, et qui a un nom qui est tout aussi spectaculaire, qui s'appelle la pilule empoisonnée. Alors donc si un actionnaire dépasse 15% des parts totales, les autres peuvent acheter de nouvelles actions au cours actuel, mais elles vaudront le double à la revente. Donc en gros, ils achètent des parts à prix discount. Donc si Musk dépasse les 15%, Twitter va émettre des actions que, en substance, seuls les autres actionnaires ont intérêt à acheter. Ce qui va mécaniquement réduire la proportion que lui détient. Et ce qui va aussi d'ailleurs complètement perturber le cours de l'action de Twitter sur les marchés financiers, parce que bon, c'est très très bizarre cette histoire, mais c'est une pilule qui aura un effet... déjà, c'est une pilule qui aura du mal à passer pour Elon Musk, ça c'est sûr, et qui a des effets qui durent qu'un an. Donc, avant même que Twitter ne l'avale, de toute façon, Elon confiait qu'il n'était pas sûr de pouvoir mener à bien le rachat, mais qu'il avait un plan B pour plus tard, donc peut-être que Twitter a pris sa dose pour se protéger du plan B. Après, quand l'immunité aura disparu, que va-t-il se passer, tu vois? Donc, dans l'intervalle, il pourrait se passer plein de trucs, en fait. Déjà, il est possible qu'il y ait tout un tas de procès, puisque Musk lui-même, juste avant la pilule, avait en quelque sorte menacé Twitter, parce qu'il considérait que cette mesure serait contraire aux intérêts des investisseurs, parce que lui pensait que son offre était dans l'intérêt des investisseurs, et que donc l'empêcher nuirait aux intérêts des investisseurs, ce qui est passible de poursuite. Donc Twitter pourrait être aussi acquis par d'autres boîtes, d'autres fonds d'investissement. Il se murmure que Thomas Bravo serait intéressé. C'est un gros fonds d'investissement. Après, il pourrait y avoir d'autres géants de la tech, mais c'est compliqué les gros rachats en ce moment. Les concentrations ne sont pas très bien vues. Donc quand qu'il en soit, l'histoire est pas finie. Elon semble vouloir Twitter. C'est pas pour des raisons financières. Puisque Twitter est pas rentable. Enfin, si, il est rentable, mais pas très rentable, dans le sens où il a fait 273 millions de bénéfices pour 5 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Ça fait 5% de marge. Honnêtement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. C'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Donc c'est des revenus publicitaires qui sont pas très très élevés, parce que c'est une plateforme qui a une portée qui est quand même largement moindre que les autres ténors du secteur, que sont Facebook et Google par exemple. Ouais, c'est une plateforme qui est particulière parce que elle a une force dans le rayonnement de ce qui se passe en fait, dans l'actualité. C'est un canal qui est hyper intéressant à suivre. On le voit dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est une manifestation de plus. Pour autant, effectivement, la portée de Twitter est pas énorme. Il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs pour en faire une plateforme de réseaux sociaux qui est facilement monétisable en fait. Ouais, il y a de ça effectivement. Puis c'est un cercle vicieux, je veux dire, c'est aussi, mais bon. Mais la question que je me pose dans le fond finalement, et qui pourrait peut-être paraître simple pour beaucoup, mais du coup je me dis que c'est pas si simple,
c'est qu'est-ce qu'il veut en faire, justement? Pourquoi est-ce qu'il veut racheter Twitter? Parce que finalement, il bénéficie de la plateforme à titre individuel. C'est un acteur voilà, qui surfe sur ce réseau, qui est très suivi et qui peut bénéficier des avantages. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il a pour toi des vraies convictions et il est pour toi absolument persuadé que Twitter devrait, à l'image de ce que dit Donald Trump, à l'image d'un parleur, à l'image des autres réseaux sociaux non modérés, comme on en a déjà évoqué par le passé, est-ce qu'il veut faire de Twitter une plateforme complètement libertarienne? J'ai du mal à être convaincu que ce soit ça sa motivation. Écoute, et je suis pas sûr qu'en acquérant toutes les actions, d'ailleurs, il puisse vraiment le faire, mais je me trompe peut-être. Bah alors, c'est ce qu'il dit explicitement en tout cas. Hein. Lui, il dit, Twitter a le potentiel d'être une plateforme la plateforme même de la liberté d'expression à travers le monde, laquelle est nécessaire à une démocratie fonctionnelle, je cite. Et donc Twitter, si on l'écoute, hein, Twitter n'est pas un maximaliste de la liberté d'expression, c'est ça le problème. Donc c'est l'argument de base des conservateurs américains, de Trump en tête. Évidemment, c'est assez douteux. Il y a des études qui montrent que les républicains sont largement plus enclins à croire qu'ils sont censurés, alors que il y a encore une étude de fin 2021 de l'université de New York qui montre l'inverse. L'extrême droite est amplifiée en fait. J'ai mis le lien dans les notes si vous voulez voir par vous-même. C'est loin d'être la seule du genre de toute façon. Hein. Et du reste, il suffit de regarder les résultats des élections, y compris dans notre beau pays, pour se rendre compte que pour des gens qu'on empêche de s'exprimer, les conservateurs se débrouillent vraiment pas trop mal. N'empêche, je suis toujours étonné de voir effectivement ressurgir cet argument simpliste sur lequel les problèmes viendraient d'un manque de liberté d'expression absolue comme ça. Parce que, non, t'as raison, ça peut pas exister. Je veux dire, chaque pays a des lois, chaque pays a des lois différentes hein, sur le sujet, puis tu peux pas juste faire un truc qui soit au-dessus des lois, quoi. Donc, je sais pas à quel point Musk est honnête quand il dit ça. Est-ce qu'il croit, ne serait-ce qu'un peu, qu'il va réparer la démocratie en acquérant Twitter? Je sais pas. Écoute, c'est vrai que les réseaux sociaux ont malmené la démocratie, hein, ça pour le coup c'est vrai. Ils ont semé la discorde, ils ont miné la confiance dans les institutions, les médias, ils encouragent la défiance, le tribalisme, le harcèlement, l'autocensure aussi d'ailleurs. Ils créent des bulles de filtre, hein. Ils entretiennent et ils propagent des complots, des fake news à la vitesse de la lumière. Ils morcellent l'attention, ils morcellent les pays, c'est vrai, ils ont des algos super efficaces pour ça. Et c'est pas... Attendez, je sais, j'ai l'impression, vous avez peut-être l'impression que je déverse mon fiel de gars un petit peu, qui est un petit peu le somme du second tour là, hein, de l'élection. Et pas du tout, enfin si, mais un petit peu, mais pas totalement. Parce que c'est mesuré tout ça en fait. Hein. Déjà on pense aux révélations de Frances Haugens pour Facebook. À ce propos d'ailleurs, rachetez encore du popcorn parce que Gizmodo va publier encore une brouette de documents internes, donc on en reparlera sûrement d'ici peu. Mais même sans déranger Frances, qui a encore beaucoup de travail, il y a un rapport d'Edelman qui mesure la confiance dans 28 pays, et elle s'effondre, les confiances dans les institutions, hein, et elle s'effondre dans toutes les démocraties occidentales, vis-à-vis des institutions et des médias d'ailleurs. Et il y a un autre article très récent, une collaboration des universités de Perth, Bristol et Berlin, qui montre une corrélation nette entre médias sociaux et différentes variables politiques. Et donc si dans certaines démocraties du Sud l'effet peut être bénéfique, il est vraiment délétère pour les démocraties occidentales. Hausse du populisme, baisse de la confiance, polarisation de la société. Si vous voulez la source, vous trouvez la source de cet article et d'autres hein, qui est relayé dans un très long article de The Atlantic, qui est en lien dans les notes de l'émission, où l'auteur déroule d'ailleurs tous ces arguments bien mieux que moi, hein, d'ailleurs. C'est très bien expliqué parce qu'il y a une rétrospective historique de comment sont arrivés les réseaux sociaux, Exactement. Avec quelle mécanique sur les algorithmes. C'est hyper intéressant, c'est en anglais, mais ça mérite de vous y pencher, franchement. Ah, mais d'ailleurs, on va en toucher deux mots, parce qu'effectivement, comme tu dis, les réseaux sociaux, ça n'a pas toujours été comme ça, en fait. Je veux dire, MySpace ne menaçait pas la démocratie, pas plus que les Facebook et Twitter naissants. Alors oui, vous me direz, ils étaient moins utilisés qu'aujourd'hui, c'est vrai, mais surtout, ils fonctionnaient pas de la même manière. Ils marchaient pas pareil. Au début, avant 2010, disons, voilà, pour fixer les idées, les réseaux sociaux, c'était globalement ça, des réseaux sociaux. C'était une manière de poster des trucs marrants ou perso à d'autres personnes de son réseau de connaissances. C'est une grosse extension de l'email, hein, presque. Et puis à un moment, Twitter a introduit le retweet, Facebook a introduit le share, les likes, et les réseaux sont devenus des endroits où on performe, tu vois, où on se vend, où on doit en jeter pour accumuler les likes. Et puis les plateformes ont commencé à quantifier ces likes, à quantifier ce qui valait des likes, pouvoir prévoir ce qui allait susciter des likes et des shares pour telle ou telle personne, et c'est logique, hein. Au plus tu boostes l'engagement, au plus les gens passent de temps sur ta plateforme, qui devient donc un média publicitaire qui est d'autant plus prisé. C'est logique, mais c'est délétère, parce qu'inévitablement, les algorithmes vont optimiser le résultat en exploitant nos biais cognitifs, nos faiblesses. Ils le font pas exprès, mais ils peuvent pas faire autrement, en fait. On leur demande de maximiser l'engagement.
Et puis moi, comme tous les humains, je suis sujet à l'indignation, je réagis plus facilement à un contenu qui est négatif qu'à un autre. Comment tu veux que l'analyse statistique rate ça? On peut pas rater ça. Comme tous les humains, j'ai une propension au tribalisme, je veux faire partie d'un clan, j'ai tendance à penser que les autres clans sont des ennemis. De base, je suis pas très subtil, moi, tu sais, t'es avec moi ou t'es contre moi. Comment s'empêcher d'exploiter tout ça? Et mon biais de confirmation, c'est du pain béni, mon biais de confirmation pour un algorithme. Facebook, il a remarqué tout ça, il a fait des stats, il exploite tout ça, et d'autres choses à merveille, Facebook entre autres. Et il a pas eu surtout beaucoup de soucis pour les conséquences externes, tu vois, on divise, ok, on sème la discorde, ok, mais bon, t'as vu le chiffre d'affaires, mec? 583 milliards de dollars quand même, le chiffre d'affaires, gars. Donc, évidemment, voilà quoi. Du coup, fondamentalement, les raisons qui rendent les réseaux sociaux dangereux, pour la démocratie, en tout cas, sont complexes et psychologiques, en fait. Alors, qu'Elon Musk, qui avoue lui-même être autiste, se targue de les résoudre, c'est quand même un comble, à mon avis, mais bon, probablement qu'il s'en fout, au fond. Je pense que la valeur politique de Twitter, l'influence que ça peut lui apporter, doit compenser finalement le faible attrait économique de la plateforme. Ou bien c'est une sorte de jeu, je sais pas, dont il pourrait tirer quelques bénéfices, si l'action s'apprécie. D'ailleurs, pour finir sur une note un peu rigolote quand même, Musk lui-même est déjà attaqué par les investisseurs. Alors je sais pas, c'est pour vice de procédure, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en fait c'est simple, il a lambiné un petit peu avant de remplir les formulaires, donc il a commencé à acheter des actions en janvier. Et il a atteint donc les 5% en mars. Il devait remplir un formulaire sous 10 jours après avoir dépassé les 5%. Et comme c'était pas connu, à l'époque c'était pas connu du public, donc l'action a pas bougé. Et donc Elon a continué à acheter des actions au même prix. Quand ça a été rendu public, il avait 9,2 d'actions, de pourcentage, donc 9,2% d'actions de Twitter, et cette action a monté de 27%. Ce qui veut dire qu'en fait, Elon a acheté un prix plus bas grâce à la rétention d'informations. Si ça avait été public, il allait acheter 9%, mais il aurait dû acheter plus cher. Et ça lui aurait quand même économisé 143 millions de dollars selon les estimations. Et ça veut aussi dire que les investisseurs qui ont vendu à ce moment-là ont vendu moins cher, et donc ils ont perdu de l'argent, d'où le procès. Et hop, c'est parti, on remet 100 balles dans la machine. C'est clairement un délit d'initié dans cette mécanique-là. Encore une fois, super l'article de The Atlantic qui a un gros morceau, mais je pense que ça fait partie de ces articles qu'il faut bookmarker parce que vous allez vous repencher dessus à l'occasion de discussions à l'avenir pour décrire le fonctionnement des réseaux sociaux et ce que ça amène. Bon, écoute, c'est pas toujours très réjouissant quand on réfléchit justement à ce qu'amènent ces plateformes, mais c'est pas nouveau en fait dans Tech Café qu'on en parle. Donc on est un petit peu dans la continuité. On va aussi parler un tout petit peu ensemble de crypto-monnaies, Guillaume. Là aussi, Elon Musk continue à avoir des actions et des initiatives plutôt, amène à des initiatives plutôt intéressantes en matière de NFT. Ouais, c'est pas lui. Ouais. Non, c'est pas trop lui. Pour l'instant, il n'a rien à voir. Attends, on parle même pas de Dogecoin ni rien, là. Mais peut-être que ça viendra. Mais non, on n'avait pas pu faire autrement que de le couvrir à l'époque. Souvenez-vous, le premier tweet de Jack Dorsey a été vendu à NFT à un gars qui s'appelle Sinel Stavi pour 2,9 millions de dollars en mars 2021. Mais ça doit valoir un pognon de dingue maintenant, Guillaume. Ah écoute, alors pour bien préciser ce qui s'est vraiment passé, en fait, il y a un petit paquet de données qui a été écrit sur la blockchain Ethereum le 6 mars 2021 qui contient un lien internet vers une copie d'écran du premier tweet de Jack Dorsey, qui date d'ailleurs du 22 mars 2006, et puis c'est tout. Enfin, le tweet ne contient aucun message particulièrement inspirant, d'ailleurs, c'est juste je mets en route mon Twitter, voilà, c'est tout ce que Jack a dit. C'est pas un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, j'installe le truc, quoi. C'est ça. Donc voilà, ce fascinant message n'est donc pas dans le NFT, ni sa photo d'écran, en fait. Seulement le lien, les adresses des portefeuilles concernés, puis le prix de ce transfert qui se monte à 1630 Ethers, soit dans les 2,9 millions de dollars à l'époque et dans les 4,9 millions aujourd'hui. 4,9 millions de dollars pour une URL sur une copie d'écran, je pense que c'est assez dispendieux et apparemment je suis pas le seul puisque pour le moment le NFT qui est en vente sur OpenSea atteint la somme de 0,2 Ether. Enfin la dernière fois que j'ai regardé, vous pouvez aller regarder, de toute façon le lien est dans les notes. Et ça, 0,2 Ether, ça fait un peu moins de 600 balles. Il espérait le vendre 25 millions quand même, 25 millions au moins, et reverser la moitié à des œuvres de charité, ça lui aura fait déjà de toute façon une bonne marge, mais pour l'instant il n'y a eu que 4 enchères en 2 mois, donc ça commence à faire un petit moment, ça pourrait tout à fait laisser à penser que ce NFT était donc 8550 fois trop cher l'an dernier. Bon, c'est pas l'opinion de l'heureux propriétaire qui affirme, lui, je cite, que c'est la Mona Lisa du monde numérique.
Bah, probablement. Quelque part, c'est rassurant quand il y a ce genre de trucs qui font des bids. On se dit que finalement, l'humanité est pas encore complètement perdue. Mais bon. Allez, on va profiter de cette incursion dans le monde des NFT pour évoquer cette belle initiative de la Cité des Sciences. On change un petit peu de rubrique, on met de côté nos réseaux sociaux, mais pour parler, bah oui, il y a pas quelques jours seulement, c'était Pâques, Guillaume. Donc il y avait des chasses aux œufs partout, mais il y avait des chasses aux œufs aussi à la Cité des Sciences qui a innové en cette année 2022 puisque la chasse aux œufs n'était pas une simple chasse aux œufs. Mais Guillaume. La chasse aux œufs, mais oui, c'est Pâques. Qu'est-ce qu'on fait à Pâques? On mange de l'agneau, on prépare consciencieusement son diabète. On mange des sardines au chocolat, oui, mais on fait de la chasse aux œufs, surtout, c'est un classique. Tu le fais avec tes enfants, toi? Bien sûr. Alors nous, c'est le jardin et alors on leur fait faire une petite promenade avant. Pendant ce temps, ils ont le dos tourné et hop, on met plein de trucs dans le jardin et notamment des chocolats, mais pas que. Il y a aussi d'ailleurs des petits jouets, des petits trucs en cadeau. C'est un peu Noël en fait, Pâques pour nous. Et donc les enfants sont lâchés dans le jardin, ils se mordent, ils se tapent pour être le premier à récupérer le plus gros œuf. C'est ça, c'est le spectacle là qui compte, hein. C'est ça qui est bien. Bien sûr. Bah nous on adore, on mange des pop-corn. Regarde. Donc ouais, la Cité des Sciences et de l'Industrie a fait une chasse aux œufs aussi, et comme c'est 2022, ils se sont cru obligés d'en faire avec des œufs en NFT. Alors bon, je sais, ok, il faut être tendance, ok, il faut exister dans les médias et donc utiliser des mots-clés à la mode, mais bon, était-ce bien nécessaire? La Cité des Sciences a créé 2000 images procédurales, comme d'habitude, c'est des œufs, avec de tenues différentes, donc ils ont minté autant de NFT correspondants, qui j'en suis quasiment certain ne contiennent que les URL de ces images qui sont stockées probablement sur le serveur qui gère l'appli MyCité ou sur un autre serveur de stockage, je sais pas exactement, j'ai pas trouvé, mais de toute façon, c'est un serveur externe, ce qui me fait dire que c'est une chasse aux œufs géolocalisée, qu'elle soit avec ou sans blockchain, ça change pas des masses de trucs, mais bon. Tout ça a été minté sur Polygon, et là je cite directement la page de la Cité des Sciences, la blockchain la plus interopérable et éco-responsable actuellement. Et là, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle le fiasco de WWF, qui voulait minter des NFT éco-responsables. Alors, s'ils voulaient minter des NFT sur des espèces en voie de disparition. C'est en février dernier, ça, donc le WWF, donc c'est le World Wildlife Fund, c'est pas les catcheurs, qui voulaient utiliser Polygon, justement, comme blockchain. Ils y ont renoncé. Alors, ils y ont renoncé, pourquoi ? Parce que les estimations de consommation minuscules de Polygon qu'on voit parfois passer, qui tournent autour de 0,2 g par transaction, 0,2 g de CO2, ne concernent que la blockchain Polygon elle-même. Or, Polygon n'est pas une blockchain autonome, elle n'est pas la seule impliquée dans le bordel. Polygon, c'est une chaîne de deuxième couche d'Ethereum. Donc, comme Ethereum est extrêmement encombré et que les frais sont chers, Polygon en gros les regroupe, il fait des batchs sur sa propre chaîne à lui, et il intervient sur la chaîne Ethereum que beaucoup plus rarement, ce qui économise les frais, et aussi, il est vrai, l'énergie de chaque transaction. Mais Polygon fait les transactions sur Ethereum quand même, et il en fait beaucoup, et donc il est nécessaire d'en tenir compte. Et quand on comptabilise le gaz utilisé par Polygon, il représente à peu près 1% du gaz total, c'est-à-dire que Polygon représente à peu près 1% du trafic total sur Ethereum. C'est quand même vraiment pas négligeable. Donc en factorisant tout ça, le nombre de transactions faites par Polygon, donc et l'empreinte d'Ethereum, on tombe dans les 430 grammes de CO2 par transaction. Alors oui, c'est beaucoup moins que sur Ethereum directement, puisque la consommation a explosé en janvier, on doit être autour des 100 kg par transaction, 100 kg de CO2 par transaction, ce qui est énorme. Cela dit, 430 grammes de CO2, c'est quand même 2000 fois plus que les 0,2 grammes qu'on voit passer. Dire que Polygon est éco-responsable, c'est un petit peu cavalier. 430 grammes de carbone, c'est 4 km en Peugeot 208 ou en Clio. Et ça, pour une seule transaction, ça, je trouve que ça fait quand même pas mal. Tellement que Polygon lui-même, la semaine dernière, a promis de réduire par des compensations dans un premier temps son empreinte carbone. Il a déduit lui-même, ce qui n'était pas super étonnant, que 99% de l'énergie qu'il consomme proviennent des activités sur Ethereum. Alors certes, Ethereum consomme 10 fois moins d'énergie à la transaction que Bitcoin, mais n'oubliez pas que grosso modo, une seule transaction sur Ethereum consomme autant que 1000 heures de jeu sur PlayStation 5. Solana et Cardano consomment dans les 400 000 fois moins. Et Stellar, si on en croit ce que dit Stellar, 4 millions de fois moins. Donc je sais pas si Polygon pourra d'ailleurs vraiment devenir plus vert sans qu'Ethereum cesse tout simplement d'être proof of work. En attendant, j'ai l'impression que la Cité des Sciences n'a pas totalement considéré tous les facteurs convenablement, et elle s'est laissée un petit peu avoir par la hype, et elle n'a pas su s'arrêter à temps, à la différence du WWF, et je trouve que c'est quand même bien dommage. Ouais, c'est dommage aussi. Alors je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit une volonté de nous enfumer ou de nous cacher des choses. Moi, j'ai le sentiment que les acteurs qui sont derrière se sont fait tout simplement un peu balader et n'ont peut-être pas conscience de ce qu'il y a derrière. Et oui, quand on parle de s'appuyer sur Polygon, qui est comment ils disent? Pardon, c'est quoi? Tu le citais? C'est la blockchain la plus. Ils ont dit.
et la plus interopérable et la plus éco-responsable actuellement. Éco-responsable actuellement. Mais, et alors après, l'ultime sujet, c'est quand même de se dire, quelle que soit l'éco-responsabilité et le carbone généré par les transactions, est-ce que ça le vaut? Et personnellement, vraiment vu de l'extérieur, mais je suis tout à fait ouvert à ce qu'on me démontre l'inverse, la collection d'œufs en 3D de la Cité des Sciences qui sont particulièrement moches, qui n'amènent rien et qui ont vraiment un sentiment de vieux logiciel de 3D d'il y a quelques années, bah perso, ça me laisse encore un petit peu pantois. En plus, alors ils sont pas vendables, hein, je crois que c'est ça dans le dispositif de la Cité des Sciences, donc il y a pas de commerce possible des NFT. Bon bref, ça laisse quand même songeur. Hein. D'ailleurs, ça, je crois avoir ça, c'est même pas un truc monétisable en fait. Alors ouais, ça c'est ce qu'ils disent, mais du coup, si c'est un NFT, qu'est-ce qui t'empêche de le transférer? Ouais, effectivement, donc, à partir du moment où on s'inscrit sur Ethereum, peut-être que c'est dans le smart contract, que ça vaut rien, peut-être, je sais pas, j'ai pas cherché. Ouais, oui, il faudrait qu'on se penche sur le sujet. Mais bon, bah, enfin, de toute façon, ça laisse songeur. J'aimerais bien avoir un bilan de cette opération pour la Cité des Sciences, parce que peut-être, allez, un des espoirs qu'on peut donner, c'est qu'il y a eu un trafic important à la Cité des Sciences et que ça a ouvert beaucoup d'esprits réfractaires à la science. Bon, je veux dire, il est possible aussi que ce soit au total moins grave au niveau du CO2 et de la pollution que s'ils avaient fabriqué des œufs en plastique. Oui, peut-être aussi, t'as raison. Parce que c'est vrai. Le truc enfin, tu vois, là, typiquement, la chasse aux œufs de ce genre de truc, tu fais des petits œufs en plastique à la con, et que par centaines, et tu les distribues. Bon, est-ce que ce qu'ils ont fait sur Polygon, c'est pire? Sans doute pas, encore que franchement, j'en ai aucune idée. On leur laissera le bénéfice du doute à ce stade parce qu'on n'a pas plus d'infos. Alors par contre, tu évoquais l'empreinte carbone d'Ethereum parce qu'aujourd'hui, c'est toujours la blockchain qui fonctionne en proof of work. Mais on aborde assez régulièrement dans Tech Café l'évolution majeure d'Ethereum qui devrait passer à du proof of stake, donc de la preuve d'enjeu. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu du nouveau là-dessus, Guillaume? Ouais, d'ailleurs, j'en peux plus. Hein. Ça fait littéralement des années que j'attends ça. Hein. Ça fait des années qu'on me le promet. Ça fait des années qu'on me promet The Merge. C'est la fusion, c'est l'événement le plus important de l'histoire d'Ethereum, hein, mis à part sa naissance, quoi, et ça n'en finit pas d'être repoussé. Alors donc le passage au proof of stake, hein, c'est ça dont il est question, devait avoir lieu en mai, en juin. Non, il devait avoir lieu en juin, mais il a été repoussé de quelques mois. Quelques mois, c'est pas, ça veut dire 2 mois, 6 mois, 24 mois, je sais pas. Bon. Cet automne, je crois. Heureusement, il est toujours prévu cette année, donc on le verra en 2022. Donc c'est cette année que Ethereum, donc qui est quand même sans conteste la blockchain la plus utilisée au monde, hein, va passer en preuve d'enjeu, en proof of stake. Donc la sécurité de la chaîne sera pour être maintenue sans laisser des cartes graphiques faire des calculs inutiles H24. La consommation du réseau devrait être divisée par, je sais pas, même pas 10 000 peut-être plus. C'est complètement assez radicalement différent. De fait, effectivement, Ethereum deviendra de fait une blockchain beaucoup plus éco-responsable, ça deviendra un réseau de serveurs normaux en fait. Ça consommera pas plus que l'ensemble d'ordinateurs lambda connectés à Internet. Et donc c'est décevant qu'il y ait encore un délai, mais bon évidemment c'est un processus compliqué, ça je vais bien le comprendre évidemment, de migrer sur une technologie qui est vraiment différente, et des milliers de nœuds. Encore une fois c'est la blockchain la plus utilisée, il faut que rien ne casse nulle part. Bon voilà, il y a des sommes en jeu qui sont énormes évidemment, hein. Ethereum, c'est un des principaux moteurs qui propulse tous les projets de finances décentralisées actuellement. Donc, c'est une grosse raison d'espérer pour moi que ça s'éternise pas non plus. Il y a une grosse raison d'espérer, je veux dire, c'est que Tim Beko, un dev d'Ethereum, déconseille fortement d'investir dans du nouveau matériel de minage à partir de maintenant. Donc, comment est-ce qu'il aurait pu affirmer l'inverse de toute façon? Tu vois, même quand bien même il aurait dit, il y en a encore pour un moment, hein, allez-y, investissez massivement dans des trucs qui nécessitent beaucoup de puissance. Ça l'aurait tellement pas fait. Je pense que dans tous les cas, il avait de la place pour ce tweet. Et bon, quelque part, c'est rassurant. En tout cas, il va peut-être y avoir un gros volume de GPU usagés à pas cher cet automne. Méfiez-vous parce que ces pauvrettes auront déjà beaucoup travaillé, donc n'attendez pas des longévités mirifiques. Effectivement. Bon, allez, empreinte carbone, ça aurait été notre fil conducteur un petit peu derrière cette thématique NFT, mais on va l'étendre un petit peu parce que justement, comme je vous le disais en intro, on va parler un petit peu de la capture du carbone qui intéresse toujours pas mal d'entreprises avec des résultats toujours à démontrer quand même, Guillaume. Ouais, alors là, de toute façon, pour l'instant, là, c'est juste financier, c'est Stripe qui crée une nouvelle initiative qui s'appelle Frontier pour favoriser les technologies de recapture du carbone. Donc dedans, il y a Allié, il y a Alphabet, Meta, Spotify et McKinsey.
McKinsey, oui, je suppose que c'est celui-là de McKinsey. Je bien sûr, pense que c'est exactement celui-là. Donc ils ont promis avec Stripe d'acheter 925 millions de dollars d'équipements d'ici à 2030. Donc le but, c'est de stimuler le marché en créant une forte demande et donc de faire baisser le coût de ces usines qui sont pas données et qui donnent des résultats effectivement pour le moment qui sont un petit peu pas très impressionnants, comme on l'avait décrit dans un épisode de Weekend, je crois. Donc Frontier en fait veut devenir une sorte de courtier de la recapture du carbone. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut que souhaiter que cette tech devienne de plus en plus courante et efficace et qu'elle fasse leur part pour limiter les dégâts. On aura besoin de toute l'aide possible. Donc de son côté d'ailleurs, Intel vient aussi d'annoncer un plan pour être carbone neutre d'ici 2040. Donc en 2030, il veut passer à 100% d'électricité renouvelable, et pour Intel en particulier quand même s'améliorer écologiquement, c'est un vrai gros challenge, parce que Intel utilise des matières premières dont l'extraction est polluante, il utilise des produits chimiques qui sont aussi très très polluants, la fabrication utilise énormément d'eau et d'énergie, donc voilà, c'est compliqué. Donc Intel veut carrément trouver d'autres produits moins polluants, sans perfluorocarbone par exemple. Voilà, tout un programme dont on aura probablement des nouvelles régulièrement. Des nouvelles bonnes, j'espère, je veux y croire. Après, voilà, tout le monde y va de ces trucs. Même Apple, là, j'ai vu, vraiment, je crois que cet après-midi, Apple dit qu'il utilise de plus en plus de matériaux recyclés. 2 fois plus qu'avant, et c'est en train de monter aussi. Il force ses sous-traitants à utiliser au maximum les énergies renouvelables. Bon, ça avance doucement. Moi, je pense que Apple, qu'on aime ou pas Apple, on peut que reconnaître, je pense qu'ils ont au moins une communication très engagée dans ce domaine, avec des preuves à l'appui. Après, c'est toujours des preuves à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que vous imaginez pas non plus que les produits et les activités de ces entreprises-là vont amener à réduire le réchauffement climatique. Tout au mieux, ça pourrait le limiter, parce qu'évidemment, toute entreprise qui fonctionne et qui veut gagner de l'argent va vendre des produits, va vendre des services, et avant qu'il y ait des résultats négatifs dans les bilans carbone des entreprises de manière physique, j'allais dire, il faudra longtemps. D'où effectivement peut-être des espoirs derrière la captation du carbone, la capture même du carbone plutôt que la captation. Mais vraiment, et effectivement, c'était dans un café week-end où tu avais un petit peu donné un état d'avancement sur ces technologies-là, mais qui n'a pas du tout démontré son efficacité à ce jour. On croise les doigts et on espère que ça va changer. Pour l'instant, c'est tellement cher qu'il y en a très très peu en fait. Le volume qui recapture actuellement, il est vraiment très très faible. C'est pour ça que stimuler... le rendement était pas ouf non plus, je crois. Dans les meilleures hypothèses, on n'était pas sur des rendements incroyables. C'était pas un rendement incroyable, donc c'est vrai que la quantité globale de carbone recapturé, pour le moment, elle est vraiment très très faible. Donc il faut vraiment que ça s'améliore et qu'il y en ait plus. Il faut... Pas facile. Écoute, donc tant mieux s'il y a des belles initiatives de ce côté. C'était les éléments un petit peu positifs quand même et qui se tournaient avec un petit peu d'espoir vers un avenir radieux. On va mettre cette rubrique de côté pour parler un petit peu d'économie autour des réseaux sociaux, de petites polémiques comme vous savez qu'on aime les aborder. Oui, parce que ça crée de l'indignation, ça crée de l'engagement et donc ça amène nos auditeurs à s'abonner encore plus. Forcément, vous avez compris, on est logique avec les propositions qui ont été décrites juste avant. Et donc, on va parler de l'orientation qui a été dessinée par Meta. J'ai hésité entre Facebook et Meta, mais c'est bien Meta maintenant. D'autant que c'est pour leur activité de métavers. Alors, il va y avoir la possibilité de vendre du contenu via le métavers, mais vous le savez, donc sur l'App Store, par exemple, ou sur le Play Store, il y a des pourcentages qui sont bien trop importants aux yeux d'un bon nombre de personnes pour prélever les frais liés à l'achat d'applications. Alors, qu'est-ce que va faire Meta pour le métavers, Guillaume? Est-ce qu'ils vont faire moins que ces gros pourcentages que eux-mêmes ont amené à décrier, ou est-ce que ils vont s'aligner? Non, mais en fait, c'est marrant parce que moi aussi, si tu veux, j'ai été indigné et je me suis dit, putain, ils sont assez hallucinants et tout. Et en fait, il faut mettre les choses en perspective parce que alors, effectivement, la semaine dernière, je parlais de la monétisation in-game dans Horizon Worlds. Donc, c'est l'embryon de Metaverse de Meta. Il s'agissait pour les créateurs de contenu de vendre directement dans le jeu leur création, moyennant 25% de commission. Et j'étais pas complètement sûr si c'était tout compris ou si c'était après les 30% de commission du store. En fait, c'était déjà clair la semaine dernière, mais vous le savez, je suis un grand optimiste, et quand je vois popper un truc qui me semble un peu absurde, j'y crois pas forcément, je pense que c'est une erreur ou que j'ai mal vu, parce que je me disais, on peut pas sérieusement proposer à des gens de vendre leur création en leur taxant 50% des revenus, enfin 47,5% des revenus précisément.
Je pensais que Avant impôt. je pensais que quand on s'appelle Meta et qu'on accuse Apple d'avoir des pratiques tarifaires scandaleuses avec des commissions de 30%, mais pas soi-même des commissions à 47,5. Ben si. Et d'ailleurs, évidemment, Apple s'est foutu de leur gueule. C'est de bonne guerre, hein, ça clairement. Horizon a pourtant de grands projets. Et déjà lancé une version web, c'est-à-dire sans VR, hein, et Andrew Bosworth, c'est Andrew Bosworth qui l'a annoncé sur Twitter, et à terme, il pourrait aussi atterrir sous forme d'app sur iOS ou Android, et devenir une sorte de clone de Roblox en fait. Auquel cas, il serait soumis aux commissions des stores en question. Dans l'esprit de Meta, le store Oculus est complètement séparé du store Horizon, ce qui explique les deux commissions cumulées. Un jour plus tard, hein, la première commission, la grosse commission, si j'ose dire, ira chez Google ou chez Apple. Et Meta n'en verra pas la couleur. Tu vois, si c'est une app iOS, voilà, la commission ira chez Apple. Par contre, via le store Horizon, il va toujours palper la seconde commission, en tant que créateur de la plateforme. Tout ça est une logique imparable, mais ça change pas au fait que recevoir la moitié de ce que payent les joueurs, c'est moyennement attrayant pour les créateurs. Meta trouve ça tout à fait compétitif, et le pire, c'est qu'il a raison, en fait. J'ai jamais utilisé Roblox personnellement, mais j'ai lu qu'il prenait 48,9% de commission sur les transactions en Robux, qui est la monnaie in-game. Or, c'est juste pour Roblox, ça. Ça veut dire que les 51% restants sont sujets à la commission des App Store. Donc en comparaison, Meta ne prend que 25%, ce qui est effectivement compétitif. La perspective est grossissante ici parce que Meta est à la fois le patron de l'appli Horizon et du store Oculus. Et si tu découples les deux, ça devient pas si obscène que ça par rapport à la concurrence. Après, on peut aussi dire simplement que la concurrence se goinfre, hein, littéralement. Et dès qu'il y a justement donc besoin d'une véritable concurrence entre les Roblox, quoi, entre les métaverses, si vous voulez, voilà, sur le secteur, parce que effectivement, peut-être que justement Roblox abuse un petit peu. J'aimerais bien tester Roblox, justement, effectivement, depuis le temps qu'on en parle. J'aimerais bien mieux m'immerger dans cet univers. Je pense que je passe à côté de quelque chose en matière de compréhension, peut-être. Mais toi, t'as jamais testé, tu disais? Non, Roblox, j'ai jamais testé encore. Non. Ça me donnerait presque envie. Alors justement, une des solutions peut-être pour se passer des commissions sur les magasins d'applications, Guillaume, c'est quoi? C'est le sideloading. C'est la possibilité d'installer ton application sans passer par des stores. Comme on peut le faire par exemple sur Android. Tu télécharges un fichier, hop, tu installes ton application. Si tu as accepté sur ton smartphone Android d'installer des applications qui peuvent être très dangereuses et remettre en question l'intégrité et la sécurité de ton appareil, tu peux le faire. Et évidemment, on le sait, Apple ne l'autorise pas sur iOS parce que, Guillaume, le sideloading, j'arrive même pas à le dire, le sideloading, c'est le mal. Et oui, ça lui prend de temps en temps, Tim Cook, quand on remet une couche là-dessus, c'est cette pratique perverse de télécharger, d'installer des logiciels comme on veut, d'où on veut, sur sa propre machine, c'est-à-dire ce que tout le monde fait tout le temps sur tous les ordinateurs et tous les smartphones Android. Ce que tout le monde fait partout, sauf sur iOS et sur console, en fait. Attends, ce que tout le monde fait tout le temps, c'est justement un point qui est hyper important, c'est que c'est pas parce que c'est permis et autorisé que tout le monde le fait massivement sur Android. Je sais, j'ai pas de chiffres en tête, mais je sais pas si c'est sur Android, massif que ça, tu vois. À mon avis, c'est quand même assez fréquent. Bon, enfin, voilà, en tout cas, pour Tim Cook, serait catastrophique. Ça serait catastrophique. Ça permettrait de contourner les protections Apple, il dit. Ouais. Ce qui est vrai, ça permettrait d'installer des malwares, c'est aussi vrai, et voilà, ça a créé de la vulnérabilité. Voilà, il dit, on voit la vulnérabilité que ça a créé chez les autres. C'est-à-dire chez tous les possesseurs de PC, Mac et Android, qui ont leurs appareils déchiquetés par les virus. Mais bon, en gros, Tim est tout à fait pour les projets de loi qui l'arrangent, puisqu'il est super en phase avec toutes les lois sur la protection de la vie privée, mais pas du tout avec le Open App Market Act, et donc ce projet de loi américain qui qui obligerait le sideloading, parce que voilà, sécurité, ransomware et compagnie. Et justement, parlons de la sécurité offerte sur le Mac App Store, qui sera peut-être un jour le futur canal unique de distribution des logiciels sur Mac, on va savoir. Ouais. Ce sera tant mieux si c'est le cas, parce que vous serez protégé. Enfin, peut-être, étant donné que Costa Eleftheriou, le chasseur de malware Apple numéro 1, a attiré l'attention sur une application de métronome qui traîne sur le Mac App Store depuis des années et qui est assez rigolote parce qu'elle s'ouvre, demande du fric tout de suite et désactive le bouton quit et les raccourcis clavier.
Donc en fait, elle peut pas se fermer, à moins que vous ne passiez à la caisse pour un abonnement de 9,99€ par mois, un abonnement qui est probablement impossible à annuler. L'appli peut être virée quand même, bien sûr. Bon, là, si vous pouvez forcer le force quit, ce genre d'appli, mais Et il y a un petit lien aussi, hein, mais qui est sournoisement mal placé sous le titre en dessous là, qui dit je veux continuer avec la version actuelle ou je sais plus quoi, enfin qui semble être cliquable, mais c'est aussi un gros abus en termes d'interface utilisateur là pour le coup. Aussi, oh, hein. Complètement. En fait, voilà, les moyens élémentaires sont désactivés, ce qui peut suffire à vraiment affoler un petit peu les utilisateurs les moins aguerris, quoi. Hein. Donc, c'est une appli d'escroc, hein, clairement, et c'est une appli d'escroc assez simple qui se balade sur le Mac App Store depuis des années. T'imagines, hors du store, il doit y avoir des loups et des dragons. Hein. Après, sans tomber dans la caricature sur ce type de sujet, je pense que c'est aussi vrai qu'il doit y avoir forcément une tendance, c'est-à-dire on trouvera forcément des exemples d'applications qui n'ont pas fait l'objet de vérification comme elles prétendent être faites par Apple, et donc des exceptions, mais qui seront peut-être pas légion non plus. Et c'est probablement aussi vrai que, à l'inverse, dès que tu installes une application tierce, t'es pas forcément sujet à des malwares. Donc je pense aussi qu'il y a beaucoup de nuances derrière tout ça, mais ce pourquoi les mouvements de régulation se battent, c'est philosophiquement avoir le droit de pouvoir utiliser ton application sans être soumis pieds et mains liés à un acteur aussi puissant soit-il qui t'a vendu l'appareil. C'est ce qui se cache derrière tout ça. Non, mais Apple en joue, je veux dire, elle exagère parce que ça le sert et puis c'est tout. Regarde sous Windows. Je veux dire, sous Windows, tu peux installer des applications de n'importe où sur Internet. Évidemment, tu peux prendre un risque, tu peux installer des trucs qui sont pas bons. Mais je veux dire, déjà, c'est à toi de pas installer n'importe quoi, c'est quand même ta responsabilité, t'es grand. Et en plus, Windows a quand même des antivirus intégrés qui sont quand même assez efficaces pour détecter les menaces les plus évidentes et les plus courantes et les plus connues. Et ça se passe très bien en fait. Je veux dire, et tu peux en faire une option, encore une fois. Je pense que la solution se situe aussi vois, derrière l'option. terrible, hein. Voilà, que tu coches et où tu dis c'est ok, je prends le risque, je suis bien. Et à la limite, tu pourrais avoir plein d'éléments pédagogiques et d'embarquement derrière l'activation de ce type d'option. Enfin, il y a plein de solutions à imaginer derrière tout ça. C'est clair. En tout cas, on l'évoquait un petit peu, la guerre entre Meta, Facebook et Apple pour iOS notamment, qui avait mis en place des mesures pour empêcher le tracking, Guillaume. Alors, est-ce qu'on a du nouveau là-dessus ? Ouais, du nouveau du ATT. Alors le ATT, c'est quoi ? C'est un véhicule de Star Wars avec des grosses pattes. Absolument. Et si on fait le tour avec un câble, il tombe. Le ATT, non, c'est le ATT, donc le App Tracking Transparency. Donc c'est la mesure d'iOS qui affiche ce petit message et qui vous demande si vous voulez auto-traquer ou pas quand vous lancez une app. Question à laquelle manifestement beaucoup de monde répond non. Alors, l'OTAM, qui est donc une boîte qui gère des données pour le marketing, table sur 65% de non, et du coup elle estime que la perte de l'ensemble des gros acteurs autour du secteur de la publicité serait en 2022 autour de 16 milliards de dollars, donc presque 13 milliards de dollars pour Facebook. Donc c'est un impact très significatif, mais qui pourrait pas durer très longtemps ni être aussi terrible en fait. Déjà, étonnamment, de plus en plus de gens choisissent d'accepter le tracking. Alors, en mai 2021, c'était 16% de oui, d'après une autre étude, d'une autre boîte. Là, ce serait 25% de oui. Donc ça monte quand même pas mal, et dans les jeux, ça monte même à 30%, voire à 75% dans certains titres. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, les gens se disent, écoute, oui, en fait, pourquoi pas. C'est assez contre-intuitif. Et d'autre part, il y a une étude de l'université d'Oxford, ce qui a donc porté sur 1759 apps, qui montre que les choses sont pas aussi simples finalement, même dans le cas du ATT standard, quoi. Quand tu dis non, par exemple, je veux pas être tracé. Donc déjà, en général, les apps contiennent toujours les mêmes libris de tracking publicitaire, et en fait, certaines se brossent littéralement de ton opinion. Elles te tracent, que tu dises oui ou non, déjà de base. Et en plus, certaines applis créent des empreintes, quand même, qu'elles gardent côté serveur. Donc ces empreintes sont utilisées pour te suivre d'appli en appli, comme si de rien n'était. C'est interdit par Apple, mais ça n'empêche pas Yumeng, par exemple, qui est une filiale d'Alibaba, de le faire quand même. Donc l'ATT peut pousser certains à continuer à pister par des moyens un peu détournés, pour des moyens même encore plus opaques qu'avant. Et du coup, les chercheurs notent des différences aussi notables entre ce que les applis disent qu'elles vont faire et ce qu'elles font vraiment. Et ça peut conduire d'ailleurs les utilisateurs à un faux sentiment de sécurité. Donc, même si en soi l'initiative est louable quand même du ATT sur iOS,
ça résout pas le problème aussi simplement que ça, parce que Apple a peut-être pas les moyens ou pas la volonté de faire respecter complètement ces règles de manière stricte partout. Et du coup, Apple s'arrête un peu au milieu du chemin. Du coup, le pistage continue. Les gros acteurs, en plus, ceux qui ont le plus d'outils et de données, finalement, sont le mieux placés pour continuer à le faire discrètement, de manière encore plus opaque. Donc, bon, c'est louable, mais ça résout pas totalement le problème. Ouais, je sais pas si c'était leur ambition de totalement, tu vois, éradiquer le tracking. Je pense que c'est un mouvement et une tendance, comme tu dis, c'est louable. Ça a quand même des effets positifs, je pense, en matière de sensibilisation pour les gens, d'offrir dans une certaine mesure une forme de choix, même si tu le démontres bien, c'est pas parce que tu fais un choix qu'il est parfaitement suivi par les applications. Ouais, surtout ça. Parce que c'est une tendance, quoi. Elles font ce qu'elles veulent de toute façon. Enfin, il y en a beaucoup qui, Il y en a beaucoup qui font ce qu'elles veulent. Il y en a quand même qui font ce qu'elles veulent, quoi. Bah, c'est peut-être aussi une incitation quand on installe massivement des applications, peut-être à faire attention, pas installer trop d'applications alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Un peu de sobriété numérique, ça aide aussi, je pense, là-dedans. Mais bon. Et dernier point en matière de réseaux sociaux, parce que il y a des acteurs pour lesquels on a des avis parfois assez tranchés, et je fais partie de ces gens-là. Je pensais vraiment que Snapchat ne vivait pas des heures de gloire en ce moment, et pourtant, Guillaume, tu vas me démontrer le contraire. Il semblerait que Snapchat, qui a communiqué assez récemment sur le sujet après une période de silence assez longue, mais serait plutôt en excellente forme en fait. Ouais, écoute, des statistiques de médiamétrie sur Snapchat qui viennent de paraître dans la presse et qui montrent l'application, non seulement qu'elle est en très grande forme, mais que c'est l'application quasiment principale de réseaux sociaux en France. Il y a 18,1 millions d'utilisateurs chaque jour en France qui l'utilisent. Donc c'est quand même énorme. 47% des internautes utilisent Snapchat tous les jours. Un Français sur deux va sur Snapchat. C'est quand même incroyable. Bizarre. Et en plus, enfin moi, ce qui m'a le plus étonné peut-être, c'est les tranches d'âge. Si on regarde donc il y a un petit tableau, vous verrez, il y a un petit tableau sur tous les réseaux sociaux. Et ce qui est assez incroyable, c'est que donc tu vois que en fait, il y a 57% des 15-49 ans qui utilisent Snapchat. Je trouve ça assez incroyable, et il y en a, 72% dans les 15-34 ans, donc plus t'es jeune, plus tu l'utilises, ça c'est ok, mais quand même, il y en a vraiment beaucoup qui l'utilisent, même jusqu'à la cinquantaine, quoi. Moi, voilà, c'est impressionnant. Et alors, il y a, ce qui est assez étonnant aussi, finalement, c'est que c'est peut-être parce que Snapchat est peut-être un réseau social à l'ancienne, comme on disait avant. Je sais pas s'il est plus proche, finalement, des réseaux sociaux à l'ancienne, où t'avais plus un cercle restreint d'amis, tu vois, où tu parlais pas forcément à la terre entière toujours, où tu performais pas comme sur Instagram, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a ce truc-là. Moi, je connais pas du tout, évidemment, parce que vous me connaissez, je suis pas la meilleure personne pour parler des réseaux sociaux, mais c'est l'impression que ça donne, puisqu'il veut être le réseau des meilleurs amis, je cite. En fait, ce qui est marrant, c'est que Snapchat a quand même une composante réseau social qui est assez limitée. Moi, en fait, j'ai vraiment tendance à l'assimiler plutôt à un service de messagerie plutôt qu'à un service de réseau social, si on peut cloisonner les deux, parce que finalement, il y a vraiment l'usage principal qui est fait par ces utilisateurs, qui est de la conversation, au même titre que t'en aurais dans WhatsApp, dans Messenger. Alors oui, ok, il y a une composante réseaux sociaux, mais malgré tout, c'est utilisé massivement comme un outil de messagerie, un peu déroutant par rapport aux petites bulles de discussion qu'on peut avoir d'habitude. D'ailleurs, un truc parfaitement ripulant sur Snapchat, tu sais que t'as une double notification sur Snapchat. C'est insupportable. Je crois pas qu'on puisse le désactiver d'ailleurs. J'ai pas pris le temps de chercher suffisamment, mais t'as une notification quand la personne s'apprête à te répondre. Enfin, en gros, quand t'as commencé à écrire la réponse, et une notification quand la réponse t'est envoyée. C'est insupportable. Mais bon. Et sinon, il y a une composante de plateforme de contenu. Je sais pas si c'est moi parce que j'ai des usages un peu plus sains que d'autres, ou si c'est juste pour tout le monde comme ça, mais il y a des contenus qui sont assez intéressants sur la partie éditoriale de Snapchat. Donc, encore une fois, il y a deux volets, un volet messagerie et un volet consultation de contenu au format vertical. Et moi, j'ai des trucs qui sont produits par Le Monde, par Mashable, par des médias de presse français, etc. Alors oui, il y a des trucs un peu plus inintéressants et un peu trop légers pour moi, mais malgré tout, il y a cette composante de hub éditorial qui est pas inintéressante. Donc c'est particulier de le comparer avec d'autres réseaux sociaux finalement, Snapchat.
Dernier truc pour aussi mentionner, puisqu'on est là-dessus, que TikTok devrait tripler ses recettes publicitaires en 2022 pour dépasser les 11 milliards de dollars. Incroyable. C'est-à-dire plus que Snap et Twitter combinés. Donc c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, les recettes publicitaires, sur les recettes publicitaires de cette année, 6 milliards de dollars venaient des États-Unis. Donc ça montre que le réseau est vraiment un véritable carton aux US, quoi. C'est impressionnant. Et ce sera le cas en Europe d'ici très très peu de temps, vous pouvez en être sûr. On va conclure cet épisode avec la traditionnelle et tant attendue rubrique jeux vidéo. On avait parlé, Guillaume, précédemment de Axie qui s'était fait hacker. On a du nouveau. Ouais, j'en avais parlé dans l'épisode Weekend, c'est vrai, c'était le vol record de 620 millions de dollars à Sky Mavis, donc par le hack de sa blockchain Ronin, qui était assez peu sécurisé au moment des faits, et donc il semblerait que le groupe nord-coréen Lazarus soit dans le coup en fait. Le Trésor américain a pris de nouvelles sanctions contre le portefeuille qui contient les fonds qui restent. Donc 18% d'ailleurs sont déjà partis soit dans des bourses variées, soit dans des sites de blanchiment de crypto, et le reste pourra peut-être être récupéré, je sais pas. En tout cas, via Binance, il y a 150 millions qui ont déjà été levés pour rembourser les joueurs spoliés. Ça va pas super fort pour l'économie d'Axie Infinity. Depuis le 1er avril, grosso modo, depuis grosso modo la médiatisation du hack en fait. La tendance est bien à la baisse. Leur token, qui s'appelle le AXS, est passé de 68 à 40 dollars, alors qu'il était à 140 dollars fin 2021 quand même. Donc Axie est en perte de vitesse, et donc il veut se relancer en free-to-play. Et oui, Axie Infinity Origins, c'est Axie Infinity mais sans les NFT. Donc du coup évidemment pas possible de se faire du fric, de revendre ses Love Potions ou de louer ses Axie sur le marché global, mais c'est une entrée en matière qui va, à n'en pas douter, déjà vous nudger vers la version NFT, mais qui permet effectivement de rentrer dans l'univers, de s'habituer aux règles, aux trucs, etc. Et du coup, évidemment, ça fait un jeu de combat de monstres mignons comme il en existe probablement 8752 sur Google Play. Donc on verra si ça... Bien sûr, on verra si ça... J'ai cherché monstres mignons. Et voilà, donc on verra si ça marche ou pas. Mais bon, ils ont révisé un petit peu leur mécanique quand même pour pour se cadrer plus sur l'offre free-to-play. Je sais pas si ça va les différencier, mais bon. J'avais déjà dit de toute façon que sur Axie Infinity, il y avait eu un sondage fait par les créateurs qui dit, et bon, les gens répondaient, ils venaient majoritairement pour l'économie, voilà, de leur propre aveu. Donc si ce truc disparaît, est-ce que ça va prendre son essor ou pas, je sais pas, on verra. Il est fort probable que non, mais c'est pas grave. Ils sont mignons quand même, mais bon, on verra. Ils sont mignons quand même, et resteront toujours aussi mignons. Mais oui. Tu disais tout à l'heure que les gens étaient de plus en plus prêts à accepter de se faire pister, y compris dans le domaine des jeux vidéo, et qu'il y avait une part grandissante, oui, des personnes qui acceptaient de partager quelque part leurs traces numériques. Et il semblerait, est-ce qu'on doit mettre cette news en regard, je ne sais pas, mais il semblerait qu'on aurait peut-être bientôt des pubs dans les jeux Xbox. Oui, dans les jeux Xbox free-to-play. En tout cas, certaines marques auraient la possibilité d'acheter des pubs qui apparaîtront ensuite dans les jeux Xbox free-to-play. C'est Business Insider qui rapporte ce truc-là. Donc, les pubs, en fait, pourraient apparaître sous forme de panneaux d'affichage, en fait, de panneaux publicitaires, dans les jeux de course, donc sur les bords du circuit, ou dans les mondes ouverts. On imagine immédiatement, d'ailleurs ça s'est déjà fait, probablement dans Saints Row, si je me souviens bien. On imagine donc un Saints Row ou un GTA avec des panneaux publicitaires dans la ville. Donc, ça ne concernerait que les free-to-play. Évidemment, c'est pour faire de la pub à un public qui est donc de plus en plus difficile à atteindre, parce qu'il ne regarde plus la télé, tu vois, il joue aux jeux vidéo, mais bon, c'est de plus en plus difficile à atteindre. Donc, Microsoft veut fournir donc des technologies de placement publicitaire à l'intérieur des jeux free-to-play qui ne perturberont en aucun cas le gameplay. Voilà. Surtout, c'est vraiment ça qu'ils disent, ça ne perturbera pas le jeu. Ce sera un marché privé, donc il n'y a pas n'importe qui va afficher n'importe quoi dessus non plus, ce qui est aussi plutôt rassurant. Évidemment, c'est jamais une super bonne nouvelle d'entendre dire qu'on va avoir des pubs jusque dans les jeux. Cela dit, Après, je veux dire, ça va être comme dans les films, c'est-à-dire tu peux très bien imaginer des placements produits sous forme d'items dans les jeux. Voilà, le héros qui utilise un téléphone ou un ordinateur d'une certaine marque. Une canette de coca. Des canettes de coca, tu pourrais voir des vraies marques au lieu d'avoir des fausses marques dans le jeu vidéo. Bon, si c'est bien, c'est toujours pareil, si c'est bien fait et que de toute façon t'as des marques comme dans la vraie vie, dans un jeu qui se veut réaliste, est-ce que c'est si grave que ça ? Évidemment, c'est quand même une plante glissante, donc on espère vraiment vivement qu'ils vont faire vraiment très attention, que ça sera fait le mieux possible.
On préfère qu'ils bossent sur le sujet sérieusement pour faire une proposition intéressante plutôt que d'amener le truc comme des gros lourdeaux. Mais bon, c'est nos usages qui pourront voir à l'avenir si ça fonctionne ou pas. On va parler un petit peu, tiens, on n'en a pas beaucoup parlé, Guillaume, mais d'Elden Ring qui propose... alors non, c'est pas Elden Ring qui le propose, mais on peut en tout cas bénéficier, on peut installer un mode facile. Je savais pas ça. Eh ben écoute, c'est un mode, il n'y a pas un mode 2, c'est ça. Il y a eu pas mal de débats d'ailleurs autour de la pertinence d'un mode facile directement intégré dans Elden Ring, ou dans les Souls d'ailleurs plus largement. Bon, c'est pas un sujet qui me passionne plus que ça honnêtement, mais c'est vrai que si je devais me prononcer, voilà, j'ai dit plusieurs fois, j'ai toujours été favorable à des jeux plutôt qui s'adaptent à tous les profils, avec du challenge pour ceux qui en veulent, hein, voilà, et même du contenu et des récompenses exclusives, ouais, aucun problème. Mais il y a aussi avec des modes voilà, qui permettent à tous ceux qui n'ont pas le skill ou pas le temps de s'investir ou plus que ça, qui leur permettent de profiter de la majorité au moins de l'univers du jeu, tu vois, parce que je trouve ça quand même très dommage de verrouiller derrière un mur de difficulté l'immense travail et le grand talent des artistes qui ont vraiment énormément bossé là-dessus. C'est peut-être un peu dommage, je trouve. Bon, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Cela dit, le PC étant le PC, Elden Ring se fait modder de tous les côtés, et devinez quel est le mode gameplay le plus téléchargé, en tout cas hier quand j'ai regardé, eh ben c'est le mode Easy Mode. Et de loin, voilà, 57 000 téléchargements. Le deuxième plus téléchargé dans cette catégorie, c'était 39 000. Alors il y a aussi un mode Prepare to Die, c'est-à-dire un mode qui rend le jeu encore plus difficile. Prepare to Die, c'est vraiment bon, voilà, je sais. Il a été téléchargé que 1700 fois, ce qui veut dire qu'Elden Ring est probablement bien assez corsé déjà comme ça. Donc le Easy Mode possède 3 variantes, selon ce que tu veux altérer, les dommages, seulement les dommages, ou avec les effets des runes, etc. Il fonctionne qu'en mode offline, ce qui est compréhensible, puisqu'en ligne, il y a l'anti-triche qui est activé, en fait, qui permet pas ce genre de fantaisie. Il y a un truc quand même qu'il faut souligner, c'est que de faire le procès de la difficulté, si tant est que ce soit un procès, à Elden Ring est un peu dommage. Autant ça s'applique à énormément de jeux, mais c'est vrai que tu es un expert maintenant. Alors non, pas du tout. Oh là là, loin de là. Mais je fais partie des gens qui progressent dedans. Et pour que moi je progresse dedans et que j'y prenne plaisir, il faut vraiment reconnaître que c'est pas un jeu qui est particulièrement difficile. Alors je vais me faire jeter des tomates pourries, je le sais, mais non, le jeu n'est pas si dur que ça. Il y a ça c'est ton skill, ça c'est le talent. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais tellement pas, mais absolument pas. Mais vraiment, la manière dont c'est construit fait qu'il y a moyen de largement profiter de. Vraiment, je pense l'intégralité du jeu de manière complètement accessible, même si on n'est pas un expert. Après, je pense qu'effectivement, dans le temps, c'est beaucoup plus dur et ça peut être beaucoup plus long, mais c'est plutôt accessible. Après, cela dit, ça n'enlève rien effectivement à ta proposition à laquelle je souscris pleinement, qui est de dire pourquoi est-ce qu'on rendrait pas le truc un peu plus facile si on le veut. Après tout, pourquoi est-ce qu'on devrait être mis de côté. Ultime point quand même là-dessus, c'est que j'avoue qu'effectivement, quand tu te galères à te prendre des mandales pendant 3/4 d'heure sur un mec emblématique pour passer un point important du jeu, t'arrives à le battre, t'as une satisfaction qui est assez dingue. Alors est-ce qu'elle serait particulièrement plus faible si le boss était un peu plus facile ? Je crois pas non plus, mais bon, soulignons quand même ça. Les ponts entre le monde du jeu vidéo et le monde cinématographique sont décidément de plus en plus courts, Guillaume. Et ouais, le film Minecraft est bloqué depuis un petit moment dans les limbes d'Hollywood. J'avais pas compris. Warner Bros est sur le projet depuis 2014. À un moment, d'ailleurs, 2022 a même été évoqué pour sa sortie. Bon, ça a été repoussé en faveur de Batman. Mais Warner lâche pas l'affaire. C'est même Jason Momoa qui aura la vedette. Monsieur Aquaman, donc Monsieur Gros Muscle. Alors, comment je sais pas, parce que dans mon souvenir, il devait y avoir une héroïne, en fait, et une équipe pour aller taper le dragon de l'Inde. C'est une intrigue pas trop compliquée. Alors, aussi improbable que ça puisse paraître au premier abord, en fait, c'est très logique de faire un film Minecraft, parce que non seulement les vidéos du jeu cumulent des centaines de milliards de vues sur YouTube, mais en plus, les jeux Minecraft Story Mode ont bien montré qu'il était tout à fait possible de créer des trames narratives prenantes dans ce monde-là. Donc moi je trouve ça me choque pas du tout. Par contre, le projet traîne en longueur quand même, à tel point que Warner Bros doit vraiment se grouiller parce que ses droits expirent en janvier 2023. Donc la prod doit commencer cette année. Ah bah oui, mais enfin, je veux dire, c'est quand même un peu débile. Ils doivent probablement repayer, c'est un peu con. Oui, forcément. Mais bon, forcément, il y a peut-être moins de pertes d'argent à renouveler le partenariat. Ah bon, bah c'est possible, ça je sais pas. Enfin bon, en tout cas pour conclure avec le volet cinéma, sachez qu'une adaptation de la vénérable série de beat'em up Street of Rage est en projet avec le créateur de John Wick aux commandes, voilà, et c'est la boîte de prod des films Sonic qui projette de faire ça.
Je suis sûr que ce sera des films pleins de subtilité et de romance. Donc j'ai hâte de voir ça. Du nouveau, du côté de The Witcher 3, on va faire peut-être une section de Witcher 3 dans Tech Café, Guillaume, à l'avenir, on va savoir. Non, mais c'est juste pour dire que, effectivement, l'adaptation next-gen, c'est-à-dire Xbox Series X et PlayStation 5 de Witcher 3, qui était prévue pour cette année, était gérée par Saber Interactive à Saint-Pétersbourg. Et donc, c'est un problème, effectivement. Donc, alors Saber, c'est un studio floridien, mais son premier studio de développement était à Saint-Pétersbourg, apparemment. Mais donc, CD Projekt Red a viré le projet des mains de Saber Interactive et va il va continuer, finir, le développement en interne. Et du coup, on a vu passer que Witcher 3 a été bloqué, quoi, et qu'on ne sait pas ce que ça allait devenir, qu'il était bloqué indéfiniment. Et donc le vice-président s'est fendu de longs messages pour dire que non, The Witcher 3 n'est pas... il est retardé effectivement sans date, parce que pour l'instant ils évaluent ce qu'il reste à faire, mais il est toujours prévu pour cette année, et que personne ne dit que le jeu est retardé avec un décalage monumental, quoi. Il va peut-être être retardé un petit peu. En tout cas, The Witcher 3 Next Gen va sortir, et dans pas si longtemps que ça, ce qui est plutôt cool. Un jour, j'y jouerai. The Witcher 3, on n'a pas arrêté de me le conseiller, tu verras. Je voudrais y jouer, il sera plus disponible sur les machines que j'aurai, si ça se trouve, mais bon. Allez, dernier mot autour de la culture en Chine, qui encadre la distribution des jeux vidéo. Et ça n'a pas l'air d'être si évident que ça, Guillaume, là-bas. Ouais, très rapidement pour dire qu'effectivement, en Chine, les jeux vidéo, ça a toujours été un petit peu touchy comme sujet, puisque pendant très longtemps, il n'y a pas eu de console du tout en Chine. Ça a changé ces dernières années, mais à un moment, le gouvernement, le parti, a considéré que les jeux vidéo c'était l'opium du peuple, c'était un nouvel opium numérique, et qu'il fallait remettre tout ça d'aplomb. Et ils ont arrêté tout simplement d'approuver les jeux vidéo pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'ils ont plus aucun jeu vidéo n'était autorisé à sortir en Chine pendant 9 mois. Aucun nouveau jeu vidéo. Ça a quand même tué 14 000 développeurs indépendants. C'est quand même assez terrible. Et là, on ne sait pas vraiment pourquoi, après 9 mois de pause, Pékin, finalement, s'est remis à autoriser des jeux vidéo. Il y a 45 titres qui viennent d'être autorisés à nouveau. On ne sait pas exactement pourquoi ils l'ont fait. Toujours est-il que ils le font quand même au compte-gouttes, ils entendent bien continuer à vraiment à faire très très attention, puisque ils vont surveiller aussi ce qui concerne le streaming, par exemple, de jeux vidéo, parce que ils voudront pas, par exemple, que les gens regardent des vidéos de jeux non autorisés. Donc ça va jusque-là, le contrôle, quand même. Il faut se rendre compte du type de régime dans lequel on est. C'est cohérent, cela dit. C'est cohérent. À partir du moment où t'interdis le jeu vidéo pour ce qu'il véhicule en termes de... C'est cohérent. T'interdis aussi le streaming. Mais tu vois, voilà, par exemple, Elden Ring est très streamé, très regardé en stream en Chine, alors que le jeu n'est pas autorisé. Ah, d'accord. Et c'est le genre de truc qui sera bientôt plus possible, d'ailleurs, parce que pour l'instant ils faisaient pas trop attention. Là ils vont resserrer la vis, quoi. Donc ambiance. C'est curieux, ce qui peut se passer comme ça tout d'un coup après un blocage pareil, de réactiver, mais bon. Jusqu'à peut-être un rétropédalage ou de nouvelles annulations. Allez savoir, il faut continuer à écouter Tech Café pour en savoir plus. J'en profite aussi pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné au podcast Tech Café et que vous écoutez cet épisode par un moyen que je n'identifie pas bien, mais via le site web par exemple, ou en écoutant simplement l'épisode sans vous y être abonné, je vous invite du coup à vous abonner via votre app de podcast. Vous cherchez Tech Café, vous cliquez sur s'abonner, vous aurez tous les futurs épisodes qui arriveront dans votre app automatiquement, vous aurez les petites notifs qui vont bien, et vous pourrez aussi être informé de la sortie des épisodes de Tech Café Weekend, parce qu'il y a quelques jours, donc par exemple j'ai interviewé le développeur de Sutom, du jeu Sutom auquel vous jouez peut-être, donc il vous suffit d'écouter l'épisode précédent du flux du podcast, et puis on a aussi un épisode qui va arriver dans quelques jours là pour le week-end à venir, un week-end ô combien important en matière d'élection politique. Vous pourrez vous détendre en écoutant un Tech Café Week-end. Donc une fois n'est pas coutume, abonnez-vous à Tech Café, et puis surtout allez jeter un coup d'œil évidemment à la plateforme de financement participatif Patreon que j'ai cité en intro. Je compte sur vous. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur internet, je n'en doute pas une seule seconde. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Peut-être dans le film Minecraft, je sais pas, ils doivent être en panique pour trouver des voix, je sais pas, peut-être que je pourrais doubler un île à joie ou un truc comme ça. Oh, écoute, je suis sûr que tu serais très bon là-dedans. Ce serait probablement un aboutissement dans ta carrière. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, pour la préparation de cette émission et pour ta disponibilité pour cet enregistrement. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et entre nous, on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.